Toutou, Christophe, qu'est-ce qu'on fait au CODEV? Comment vous pourriez nous présenter un peu nos activités, nos résultats concrets? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous les deux membres du Conseil de développement de Nantes Métropole et nous représentons nos 20 collègues. Nous allons rapidement vous présenter notre conseil de développement avec ses actions pour l'exercice qui se termine et celui que nous allons commencer pour 2025-2026. Notre conseil a 3 spécificités fonctionnelles. Donc un fonctionnement sans présidence, c'est unique par rapport à l'ensemble des conseils de développement existants en France. Donc, on a une application d'un mode coopératif, donc ce qui est indispensable pour ce genre de gouvernance. Et nous appliquons les règles de l'intelligence collective et je peux vous dire que c'est une belle expérience humaine. Nous avons 2 principes fondamentaux. Aller chercher la parole citoyenne et accompagner sa formalisation avec les citoyens pour la présenter à la métropole. Et l'engagement de la métropole de soumettre toutes nos propositions en conseil métropolitain et de nous donner une réponse argumentée. Ceci aussi, c'est unique. Revenons donc sur nos principales actions pour l'exercice 2024-2025. Tout d'abord, nous avons mis en place l'appel citoyen. Donc, c'est une saisine citoyenne qui nous est proposée par un groupe de 50 citoyens au minimum. La seconde, sur le thème de la... excusez-moi. 2 saisines présentées. La première n'a pas été retenue car ne respectant pas les critères d'éligibilité et en particulier son caractère métropolitain. Et le second a porté sur la vidéoprotection et les libertés individuelles. Nous avons fait un avis citoyen qui a été remis à la métropole en février de cette année-ci. Nous avons reçu des mains de Mme Scuotto et de M. Taledec la réponse argumentée de la métropole en avril 2025. Et dans la salle où nous avons accueilli pour le petit-déj, vous pourrez voir nos travaux et la réponse que nous a apportée la métropole. Second grand chantier de cette période, la saisine annuelle de la métropole, la première que nous avons réalisée pour notre groupe organisateur et qui avait été proposée à l'Agora de l'année passée. Et son thème a porté sur la santé mentale des jeunes. Quelle réponse face à l'urgence? Vous aurez la primeur de la réponse de la métropole à cet avis citoyen par Madame la maire présidente, Johanna Roland, tout à l'heure. Et en parallèle de ces actions, nous avons continué la formalisation de nos règles de fonctionnement et conforté nos procédures. Nous avons en particulier travaillé sur le renouvellement des membres organisateurs et avons mis en œuvre une procédure de recrutement et d'intégration. Et cela a débouché à l'arrivée de 10 nouveaux membres qui sont âgés de 22 à 70 ans et qui sont parmi nous aujourd'hui et qui seront à notre place l'année prochaine. Cela permet de faire le lien avec notre dernière organisation de l'année qui est cette réunion, cette agora que nous venons de démarrer et qui, nous l'espérons, vous plaira. De ce fait, pour l'exercice 2025 et 2026, nous mettrons en place, l'accompagnement de la nouvelle équipe pour toute l'année qui va s'écouler. 2 grandes actions au programme de l'année 2025-2026. Étant donné qu'il y aura les élections municipales, nous n'aurons pas de saisine de la métropole et de ce fait, nous comptons faire notre propre saisine, ce qui s'appellera l'autosaisine. Et donc, nous avons le plaisir de vous en présenter le thème. Le scoop. Oui, le scoop, Merci. exactement. Donc, le titre, le thème, avec une petite explication qui nous a paru nécessaire avec les premières discussions que nous avons eues avec les nouveaux membres. Quelle citoyenneté pour quelle métropole? Et là, je vais lire pour être sûr de ne rien oublier. Donc, dans un contexte démocratique en quête de renouvellement, marqué par une certaine défiance démocratique, des inégalités territoriales et une institutionnalisation du débat public, il nous semble utile de se poser les questions suivantes. Que signifie être citoyen à l'échelle de la métropole? Quelle citoyenneté voulons-nous faire vivre de mettre sur la métropole nantaise?
Et deuxième action importante, donc, qui correspond au fait qu'il n'y aura pas de saisine de la métropole. Nous lancerons un nouvel appel citoyen après les municipales au printemps 2026. Et notre slogan, vous avez de l'idée, nous avons la voix. Oups, excusez-moi, je l'ai refait. Du coup, notre slogan, c'est que vous avez de l'idée, nous avons la voix. Donc, c'est tout un programme et de ce fait, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un bon Agora. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer la remise, non pas la remise, il y aura d'abord l'explication, l'histoire de la vie citoyen avec les membres du CODEV. On a invité aujourd'hui une chercheuse pour nous apporter de la prise de hauteur sur ce que c'est que la santé mentale. Anne Congar, vous êtes professeure des universités en psychologie, co-directrice du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Et vous allez nous parler de ce sujet dont on entend beaucoup parler, un peu à tort et à travers. Moi, j'ai une première question, et je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais en tout cas, quand on parle de santé mentale, on parle de quoi ? Il y a des définitions officielles qui existent, et puis il y a des définitions de chercheuses et de praticiennes. Moi, ça nous intéresse d'avoir votre avis là-dessus, et puis nous faire peut-être un constat sur comment va la France aujourd'hui. Merci beaucoup, merci vraiment de m'avoir laissé pouvoir m'exprimer sur la thématique. Donc effectivement, je suis chercheuse en psychologie et je représente aussi une centaine de chercheurs qui sont dans mon laboratoire. Donc je ne vais pas parler que de mes propres recherches. Alors parlons aujourd'hui de santé mentale. Vous savez qu'on a toujours tendance à psychologiser la pathologie. Soit on présente un trouble psychopathologique, soit on n'en présente pas. Et en fait, il faut concevoir la santé mentale sur un continuum de je vais très bien, je suis très épanouie, à eh bien, je peux présenter un trouble. Et ceci nous permet effectivement d'avoir une conception moins dichotomique et plus à la recherche de solutions, une façon de faire plus solutionniste, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, chacun peut traverser des événements de vie majeurs qui l'amènent dans un trouble, une difficulté. Chacune des transitions de la vie, puisqu'on est dans un aspect transgénérationnel, sont des moments clés, importants, difficiles, qui peuvent effectivement mettre à mal les personnes, les individus, et puis donc les amener à développer des troubles. Nous, dans le laboratoire, on est responsable d'une chaire, prendre soin des enfants, donc on est vraiment dans la thématique aujourd'hui, puisque effectivement on est dans une approche de psychologie du développement, du plus jeune à la personne âgée. On verra aussi des interventions de notre laboratoire sur les personnes vieillissantes. On voit qu'actuellement, les jeunes sont en difficulté, ils présentent un certain nombre de difficultés. On a remarqué avant le Covid que les jeunes avaient 10% de chances de développer, se présenter comme ayant des difficultés en dépression, anxiété, etc. Alors que depuis la fin du Covid, eh bien, on trouve quand même un développement de ces problèmes de santé mentale autour de 30%. Donc il y a vraiment eu une évolution par rapport à la souffrance des jeunes, en tout cas déclarée. Alors, première chose, il ne s'agit pas de stigmatiser des populations, de se dire les jeunes vont mal, etc. Les jeunes font plus attention à leur santé mentale, alors que dans d'autres générations, on serrait les dents pour avancer. Ici, les jeunes sont en quête de sens et puis les aspects politiques, les aspects environnementaux ne nous projettent pas non plus toujours dans des enjeux positifs. Les jeunes ont besoin de sens, qu'on donne du sens à leur développement, qu'on donne du sens à leurs actions, leur vie, etc., qui prennent la main aussi sur un certain nombre de choses. Donc un constat plutôt alarmant, mais en même temps des envies de changement dans cette société où peut-être les jeunes peuvent prendre différentes places.
Et puis aussi un soin en mutation, c'est-à-dire que les services de soins, on en a de nombreux qui sont représentés ici, eh bien, ils doivent aussi se renouveler, renouveler leurs actions pour trouver la place de la psychologie et de la psychiatrie actuelle. On a toujours une conception un petit peu ancienne de la psychologie ou de la psychiatrie, avec justement l'aspect psychopatho, on peut aller dans les services de soins que si on présente un trouble psychopathologique. Non, il y a des événements de notre vie, dans l'enfance, dans l'adolescence, etc., qui sont majeurs, qui sont importants. Et dans ces événements, eh bien, il va falloir qu'il y ait des structures qui soient bel et bien présentes. Donc, on sous-évalue le potentiel de nos structures de soins en santé mentale, qui, dans leurs équipes pluridisciplinaires, peuvent faire beaucoup de choses pour nos jeunes notamment, mais à d'autres instances. Voilà, en psychologie, en tout cas, c'est une discipline qui n'a que 100 ans. 100 ans, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres disciplines, mais depuis une trentaine d'années, on s'est beaucoup déployé. On développe de plus en plus d'interventions passionnantes sur, par exemple, les compétences psychosociales, en psychoéducation notamment, qui permettent aussi de prévenir les difficultés psychologiques, c'est-à-dire de faire des interventions qui sont avant pour prévenir les problèmes et les troubles. Peut-être définir juste ce que c'est que psychoéducation. Ah oui, merci. La psychoéducation, c'est que chacun puisse comprendre le trouble qu'il a ou la difficulté qu'il traverse, et puis les mécanismes psychologiques qui vont permettre de dépasser ces difficultés. C'est-à-dire travailler sur des ressources, développer l'estime de soi, ça peut être réduire le stress, développer ses stratégies de régulation des émotions, mieux se connaître, avoir des aidants qui peuvent être présents aussi et qui correspondent à la demande. En fait, quand les personnes connaissent mieux leurs troubles, déjà, c'est plus facile de faire face à ces troubles. Et donc, l'idée, c'est un petit peu d'apprendre à chacun à connaître les mécanismes psychologiques qui sont en jeu face à différentes situations, face à différents troubles. Et ça permet, même dans le côté pathologique normal, des personnes qui présentent un trouble à un moment donné, de repasser dans un fonctionnement normal dans la société classique, parce qu'effectivement, on a développé un certain nombre de stratégies d'adaptation qui vont permettre d'être bien, à peu près, dans son environnement. Je vous ai coupé, mais peut-être que vous voulez continuer à dérouler. Vous avez encore un petit peu de temps. Oui, dites-moi. Voilà. On m'a posé la question de justement quels sont les facteurs fragilisants ou entravant la santé mentale et quelles sont surtout les ressources psychologiques qu'il faudrait développer. Il y a pas mal d'enjeux sur les ressources psychologiques. Souvent, on a tendance à penser que la psychologie, on va parler de votre histoire de vie, de vos traumas, etc. Bien évidemment, le socle de la santé mentale est souvent analysé au travers des difficultés, des traumas de l'enfance, etc. Et plus on intervient jeune, mieux c'est. Mais je dirais qu'il faut aussi intervenir sur les ressources psychologiques. Donc, on sait que travailler sur les compétences psychosociales, c'est extrêmement important. Certains profils de personnalité sont fragilisants et on peut les identifier dès la plus petite enfance sans stigmatiser. On sait que les personnes qui ont des tempéraments d'affectivité négative sont des gens qui vont avoir plus de mal à traverser un certain nombre de transitions dans leur enfance, et si le système scolaire ne les aide pas non plus, ça va être aussi le développement de boucles négatives qui peuvent amener à des troubles. Les facteurs fragilisants, ça peut être des facteurs du tempérament et de la personnalité, des difficultés à appeler des stratégies d'adaptation qui correspondent.
Bien sûr, le système éducatif scolaire étant très exigeant, il peut parfois fragiliser aussi les individus, et il faut aussi que dans ces structures-là, il puisse y avoir la détection de difficultés pour accompagner éventuellement un soin, pour orienter. Il y a tout un travail de détection et d'orientation sans stigmatiser des publics qu'on peut accompagner en crèche, à l'école, et puis après à d'autres moments de la vie. C'est déjà assez répertorié les moments où il faut être présent. Par exemple, on sait que les troubles psychologiques, on se développe de 12 ans à 21 ans. Et donc, il faut que nos structures de soins soient prêtes à identifier les problèmes à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a un déploiement des problèmes, et donc il faut qu'on soit en mesure, dans la métropole et même en France, plus généralement, à se dire, tiens, à ce moment-là, il faut mettre le paquet en termes de nombre de personnel, en termes d'équipes pluridisciplinaires, pour se dire, les adolescents ont besoin de ça. Ce n'est pas que les adolescents sont en crise, c'est que c'est un moment où il faut être vigilant, parce que certains d'entre eux, une petite minorité, on se rappelle quand même, vont être peut-être amenés à développer certains troubles, et il faut pouvoir les orienter, les détecter. Dites-moi si... Eh bien, je pense je trouve que c'est une excellente transition ce que vous venez de faire, si ça vous va, parce qu'on aura l'occasion de parler peut-être d'autres publics cibles au moment de la table ronde. Mais là, vous me tendez une perche, je ne peux pas m'empêcher de la saisir, sur la santé mentale des jeunes, puisque c'est le propos de la vie citoyen et de la réponse argumentée. On invite effectivement Pamela, Thierry et Lydie sur scène, qui ont participé à porter cette saisine métropolitaine. Ils ont travaillé pendant des mois à organiser ce dialogue citoyen pour arriver à leurs préconisations qui ont été transmises donc à Nantes Métropole. Comment vous pouvez nous présenter ce travail de santé mentale ? Qui veut commencer ? Oui, merci OL, merci Florence. Donc Thierry Oudéon, je suis membre du Conseil de développement de Nantes Métropole. Je vais commencer à vous présenter le contexte de la saisine santé mentale et toute cette démarche donc citoyenne. On constate, comme ça a été dit précédemment, on constate donc une préoccupation de plus en plus croissante sur la santé mentale des jeunes. Donc depuis la pandémie, les signaux d'alerte sur la santé mentale se sont multipliés. Les épisodes dépressifs ont doublé en 15 ans. Les hospitalisations pour tentatives de suicide ont bondi, notamment chez les jeunes filles. L'usage de psychotropes progresse nettement. Donc face à cette situation, Nantes Métropole a fait de la santé mentale un axe prioritaire. Je retrouve mes notes. Et notamment l'un des 5 axes majeurs de sa politique publique de santé, donc, qui a été adopté en juin 2023. Et plus particulièrement, la santé mentale des jeunes est apparue comme un sujet prioritaire, mais encore peu exprimé par les intéressés. En avril 2024, lors d'un précédent Agora, Madame la Présidente, vous nous avez saisis pour engager une réflexion citoyenne autour de cette problématique. Donc bien avant la médiatisation actuelle et les drames qu'on a connus ou qu'on connaît actuellement en France ou même au niveau local, vous avez, et avant que ça devienne aussi cause nationale 2025 au niveau national, vous avez voulu que l'on se saisisse de ce sujet. Vous annonciez également lors des vœux institutionnels en janvier 2025 que la future création d'une maison de l'enfance, à l'instar de Citadelle. Les objectifs donc affichés de cette saisine sont mieux comprendre le vécu des jeunes,
identifier les freins à l'accès aux soins, repérer les ressources de proximité et faire émerger des recommandations concrètes. Pour y répondre, le Conseil de développement a lancé une démarche citoyenne entre mai 2024 et février 2025, mobilisant d'une part un panel citoyen suite à un appel à la population. Donc des membres sont aujourd'hui présents parmi nous. Des ateliers aussi collaboratifs et une réunion publique, notamment en janvier 2025, avec un médecin psychiatre et les certaines assos concernées par cette thématique-là. Et des échanges aussi avec des acteurs du terrain, donc des professionnels, des élus, le monde associatif, et à l'aide aussi d'une méthode assez innovante, assez originale, fondée sur l'écoute et le design fiction, pour projeter donc des solutions concrètes. Donc j'avais passé la parole à Pamela qui va vous présenter les constats et les grandes préconisations avec l'aide, avec une présentation des artefacts de l'avis citoyen. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'y viendrai à expliquer le design fiction. Je ne sais pas si c'est limpide pour tout le monde. Alors je vais revenir effectivement sur les grands constats qui ressortent de cette démarche à travers plusieurs ateliers, et Thierry l'a dit, une conférence de clôture. D'abord, on a cherché à explorer avec les membres du panel citoyen les vécus et les ressentis. Donc ça fait l'objet notamment du premier atelier avec le panel citoyen. Il y a plusieurs constats forts qui sont ressortis, et notamment le fait que la santé mentale parfois pouvait être un sujet tabou, un sujet stigmatisant, et qu'il n'était pas aisé d'en parler, y compris dans un cercle de proches. Deuxième constat très fort, c'est que l'accès aux soins peut être inégal selon le territoire, selon que l'on habite dans le centre-ville de Nantes ou sur une commune un peu plus éloignée. On n'a pas forcément tous et toutes accès aux mêmes dispositifs, au même parcours, et ça peut être compliqué parfois dans certaines situations. Un autre constat, c'est que le premier frein par rapport au fait de comprendre ces enjeux de santé mentale, c'est le déni ou le manque de mots pour exprimer son mal-être. On voit bien que ça a été très clairement dit lors de ce premier atelier où on a partagé des vécus, des ressentis, que parfois les mots manquaient en fait. Et on parlait tout à l'heure de se connaître soi-même, et ça va aussi de pair avec ça, le fait de trouver des mots pour qualifier quelque part son mal-être. Dernier constat, c'est que l'écoute, c'est une ressource fondamentale, mais elle peut être parfois absente, lointaine ou inaccessible. Donc il nous a semblé aussi que c'était ce constat-là, on a essayé aussi de le transformer en préconisations. Ces préconisations, elles proviennent aussi du panel de citoyens. Ça a fait l'objet de notre deuxième atelier avec le panel citoyen. Et en fait, après le premier atelier où on était dans le partage des vécus, des ressentis, le deuxième atelier était vraiment là pour proposer des pistes d'action. Et sur cette base-là, il y a plusieurs pistes justement qui sont ressorties, assez fortes et assez concrètes surtout. Il y avait vraiment un désir de s'ancrer dans quelque chose de pragmatique. D'abord, la première piste, c'est renforcer l'écoute, pour faire le lien avec ce que je disais à l'instant, en formant davantage d'acteurs de proximité, que ce soit dans le monde scolaire, des enseignants, des éducateurs, des animateurs, à l'écoute active et aussi au repérage des premiers signaux qui peuvent alerter sur une santé mentale défaillante. La deuxième piste, c'est développer la prévention dès le collège. Ça a été dit également, c'est une tranche d'âge cruciale, et ça ressortait vraiment de manière très marquée lors de ce deuxième atelier qu'il fallait être très en amont par rapport à cette question de l'âge pour détecter justement les premiers signaux, et notamment à travers des actions autour des compétences psychosociales. On a notamment parlé d'empathie, de connaissance de soi-même, etc. La troisième piste, c'est faciliter l'accès aux soins. Et donc là, on parle de parcours de soins, en clarifiant les parcours, parce que c'est vrai que parfois, ça peut être
touffue l'information sur les parcours autour de la santé mentale. Certaines personnes ont exprimé le fait que c'était difficile de comprendre par où entrer dans un parcours, à quelle porte frapper. Donc ça, c'est ressorti aussi très clairement. Et puis en soutenant aussi les dispositifs existants, les mettant davantage en visibilité, en faisant de la communication autour. Et enfin, la quatrième piste, c'est lutter contre la stigmatisation, le fait que ce soit parfois tabou ou qu'on soit parfois dans le déni, en parlant plus largement, en démocratisant la parole autour de ces enjeux de santé mentale et en parlant plus librement dès le plus jeune âge en fait. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a utilisé une méthode créative qui s'appelle le design fiction. Le design fiction, c'est le fait d'essayer de matérialiser les futurs. C'est le fait d'incarner par des visuels, par des fictions, pour que le futur puisse nous être accessible plus facilement. Et donc c'est ce qu'on a fait avec notre panel citoyen tout au long de cette démarche. On les a invités à imaginer de manière concrète à quoi pourraient ressembler ces pistes d'action. Et donc on a 3 artefacts. Donc ces artefacts, c'est ces objets qui en provenance directe d'un futur potentiel qu'on va vous présenter. Alors voilà, d'abord on va commencer par le feel good. Alors, vous le voyez, le feel good, c'est en fait, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le violentomètre qui est affiché dans beaucoup de lieux publics, et puis voilà, qu'on commence tous à connaître. Le feel good, c'est un peu de même inspiration, je dirais, à travers des codes couleurs, et c'est un outil d'auto-positionnement, d'auto-diagnostic, mais ça peut être aussi utilisé par les pairs. Le feel good, ça existe au Canada, ça a été développé par des médecins canadiens, mais c'est à destination des adultes. Et nous, on s'est dit que ça serait vraiment bien de le développer pour les jeunes, et par les jeunes en plus. Et donc là, l'idée, c'est voilà notre artefact. On a imaginé un dossier dans le magazine de Nantes Métropole où des collégiens du collège Gaston Serpette travaillaient à adapter cet outil, ce feel good, pour les collégiens et pour qu'ils s'en saisissent, ils s'approprient. Et ça participe bien sûr de tous les objectifs et pistes que j'ai pu évoquer à l'instant. Donc le deuxième artefact, c'est on a imaginé une affiche qui pourrait être mise par exemple sur une mairie ou sur une médiathèque, sur une école. C'est une affiche qui appelle à participer à des groupes de parole entre jeunes. L'inspiration, je dirais, pour certains qui connaissent, c'est le co-développement, et pas le conseil de développement, mais le co-développement, qui est un outil canadien aussi, son fort, c'est canadien. Et en fait, c'est une méthode de résolution de problèmes entre pairs. Et donc l'idée, là, c'est de renverser un petit peu la situation, parfois soignant-soigné, et de mettre les jeunes ensemble pour qu'ils puissent discuter de leurs problématiques de santé mentale en faisant en faisant circuler la parole plus librement et en déstigmatisant aussi ces sujets de santé mentale. Donc là, on a imaginé que ça se passait à la montagne, donc pas à la montagne, les montagnes, hein, sur la commune de la Montagne. Donc on a imaginé aussi que ça pouvait être pas forcément dans l'hyper-centre-ville, mais qu'on pouvait aussi avoir des dispositifs comme ça dans toutes les communes, assez facilement, avec bien sûr des soignants, mais avec des dispositifs quand même relativement légers. Et puis le troisième artefact, la troisième matérialisation qu'on a imaginée, c'est une appli de défis citoyens. Sur Nantes Métropole, il y a déjà des défis autour, par exemple, de l'alimentation, des déchets, ou des grands enjeux aussi. Nous, on a imaginé ça sur les écrans. Alors, lorsqu'on a fait la conférence finale de la démarche, cet artefact a pu provoquer des réactions assez partagées, puisque quelque part, on touche à l'objet téléphone et aux réseaux sociaux qui sont vus à la fois, c'est ressorti des ateliers, comme un vecteur d'amélioration de la parole, du partage, etc., mais aussi comme quelque chose qui pouvait agir négativement sur la santé mentale. Donc on a eu des avis très partagés sur ce point-là. Mais donc voilà, on a proposé une appli pour, en famille, entre copains ou dans n'importe quel cercle, s'engager dans un défi pour contrôler son temps d'écran et se lancer des petits challenges et voir quelque part ce que ça produisait à notre tranquillité d'esprit, à notre niveau de stress, de se passer
un temps de ces fameux écrans. Donc ces propositions, je le disais tout à l'heure, ont été débattues publiquement en janvier 2025 lors de la conférence qui a clôturé justement cette démarche du côté panel citoyen sur la santé mentale. Elles ont reçu un accueil positif du grand public avec malgré tout des interrogations sur la faisabilité ou la concrétisation, etc. Puis je vous disais, certaines ont pu être plus discutées que d'autres. Mais en tous les cas, je vais terminer sur ce propos, cette démarche à travers des ateliers de circulation de la parole, de proposition d'action et de créativité en proposant ces artefacts, c'est un exemple fort de démocratie participative appliquée à un sujet sensible. Et ça montre aussi que les citoyens, lorsqu'ils sont accompagnés, peuvent produire un diagnostic sensible, pas seulement froid et scientifique, j'allais dire, ancré dans le réel et formuler des propositions utiles aux politiques publiques. Et on espère vraiment que ces travaux nourriront les choix à venir de la métropole et contribueront à faire de la santé mentale une priorité partagée pour tous les jeunes de notre territoire. Merci Pamela. Je laisse Thierry conclure avant d'avoir la réponse de Johanna Roland. Oui, donc rapidement, je voudrais remercier au nom du CODEV tous les acteurs du territoire pour le temps consacré. Donc la Maison des adolescents à Nantes, Éléonore Berthe, présidente de l'association Qui tout double, Nightlight aussi, qui nous a bien aidés, ainsi que tous les citoyens du panel, donc il y en a présents ici dans cette salle. Je tenais à remercier les élus, déjà Madame la Présidente, Martine Auger également, Madame Scotto-Calves qui est absente aujourd'hui, et Madame Marie-Cécile aussi Gressan de leur aide, ainsi que le dialogue citoyen, toute la direction du dialogue citoyen avec Madame Rateau, sa présidente, sa directrice présente ici, ainsi que la direction de la santé également présent. Et je voudrais aussi particulièrement remercier Ségolène et Christine et Claire qui a assuré l'intérim de Ségolène pendant 6 mois pendant cette saisine pour leur énorme travail. Donc c'est nos salariés au niveau du Conseil de développement et pour ce travail-là. On peut les applaudir, oui. Les membres du CODEV aussi, Nantes Métropole, profitent de l'occasion de cette agora pour vous informer que le Sénat a adopté le 10 juin une mesure qui menace l'existence même des conseils de développement. Donc, concernant donc les intercommunalités, vous savez que c'est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Donc, avec l'accord, donc le contenu de ce texte, cette proposition de loi, c'est avec l'accord du préfet, une intercommunalité pourrait désormais être exemptée de conseil de développement, de cette obligation légale de créer un conseil de développement s'il n'existe pas. Donc il n'y a pas une suppression de tous les conseils de développement, mais cette brèche ouverte que là où il n'y a pas de conseil, le préfet puisse entériner ça. Et donc que ça soit à la main des collectivités locales de créer une instance ou non, mais en tout cas une concertation à la main des collectivités. Donc un amendement du gouvernement a été voté par le Sénat et ce texte doit passer à l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, en procédure accélérée. En l'état, si ça passe à l'Assemblée nationale, ça sera définitivement adopté. À Nantes, on a chance d'être privilégié puisque, au niveau de la métropole, on a un fort soutien et c'est une des priorités, le dialogue citoyen.
Et grâce aux moyens humains et financiers alloués par la métropole, effectivement, on fait de belles choses au Conseil de développement de Nantes Métropole. Oui, merci. Merci pour cet appel. Joanna Roland-Maire, présidente de Nantes Métropole, vous avez la parole. Merci, bonjour à chacune et à chacun. D'abord réagir d'un mot sur ce qui vient d'être dit. En vérité, la tentation, c'est celle d'un double recul. D'un recul sur les enjeux du dialogue citoyen à travers la reconnaissance de la place dédiée au Conseil de développement, mais aussi un recul sur la place de l'intercommunalité dans le pays. Je l'évoque et ce n'est pas sans raisonner avec votre autosaisine que j'ai écoutée avec grande attention tout à l'heure. Quand vous évoquiez, madame, les enjeux de citoyenneté métropolitaine, il y a derrière cette tentative vraiment ces deux sujets. Le dialogue citoyen et la place de l'intercommunalité et donc de quelle citoyenneté métropolitaine. Donc en effet, je crois que c'est totalement en résonance. Vous pouvez naturellement compter sur moi dans cette bataille. Je le dis avec d'autant plus de force que quand on voit le Conseil de développement ce matin et la manière dont vous avez travaillé sur ces sujets, je vais démarrer par ça, on voit le chemin parcouru. Permettez-moi de m'y arrêter un instant. Quand nous avons fait le choix de refonder, quand nous vous avons confié les clés de cette nouvelle étape du Conseil de développement, il y avait un certain nombre d'objectifs, je ne vais pas tous les reciter, mais quand je vois la manière dont vous avez travaillé sur cette question de la santé mentale, je crois que ça vient faire la démonstration justement du cap que vous avez passé. Le premier, il est assez simple, il est même visuel, je me permets de le dire comme ça. Je me rappelle des objectifs fixés d'un conseil de développement renouvelé, rajeuni, féminisé, qui prennent en compte la diversité des générations et des profils. Il suffit d'observer pour voir le chemin parcouru. Le deuxième, qui était la capacité à travailler avec différents partenaires. Vous avez cité un certain nombre d'acteurs de la santé mentale sur le sujet précis que vous avez identifié et qui, du coup, vous ont identifié. Je crois que cette réciprocité, elle est aussi importante parce que ce travail de qualité qui est fait ici, il a besoin d'être rendu visible, il a besoin d'être rendu partagé. Et puis, une gouvernance horizontale, singulière. Nous en avions beaucoup échangé, vous en souvenez, qui, à l'évidence, a trouvé son chemin de maturité, je vais le dire comme ça. Il me semble que les choses sont stabilisées et à mon tour, je veux vraiment aussi remercier l'équipe d'animation et d'appui qui vous accompagne tout au long de l'année. Alors c'est vrai que le sujet qui nous rassemble ce matin est un sujet majeur, un sujet sensible, un sujet à la fois très intime et très universel. Les professionnels et les experts du secteur sont nombreux à alerter et depuis maintenant un moment. Il n'y a aucun hasard dans le fait que, dès 2019, j'ai souhaité que Nantes s'engage aux côtés d'autres collectivités en signant ce qu'on appelait alors le consensus de Copenhague. Le consensus de Copenhague, c'était quoi? C'était dire, ce sujet est majeur, nous, collectivités, on a un rôle à jouer, nos politiques publiques doivent avoir comme matrice, avoir comme objectif de concourir à la santé mentale des habitantes et des habitants. Je salue Martine Auger qui, à la métropole, est en charge des enjeux de santé au sens large et qui donc a, avec moi, avec toutes les équipes que je remercie, beaucoup travaillé sur ces sujets. C'est dans cet état d'esprit qu'on avait réuni alors un colloque, plus de 800 professionnels, qui s'appelait « Ville et santé mentale » en 2022 pour dire oui, nous avons des interpellations à l'échelle nationale, je vais y revenir, mais nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité, considérant que les territoires ont un rôle à jouer sur ces sujets. Le constat est là, vous l'avez dit et redit les uns et les autres, les indicateurs se dégradent, notamment depuis le Covid. Je ne crois pas du tout que le Covid a créé in extenso des choses qui ne préexistaient pas. L'ensemble de l'état de la recherche le démontre. Le Covid a révélé, accéléré, accentué. Sur ce sujet comme sur les autres, dans un moment où le monde est parfois plein de brouhaha et de vacarme, où la parole scientifique, notamment aux États-Unis, est remise en cause, s'appuyer sur le travail de la recherche, de la science, je crois que c'est un point d'appui indispensable et je vous remercie, madame, d'être présente ce matin, mais aussi avec vos collègues du travail qui est fait tout au long de l'année sur ces enjeux. Vous avez notamment évoqué la question du continuum. Il est très important parce que la vérité, c'est comment de l'accompagnement entre pairs à la prévention jusqu'au sujet d'hospitalisation, il y a là des maillons qui sont à consolider ensemble et parfois à réarrimer. Alors,
la recherche le dit, mais l'expérience de la vie le montre aussi tout simplement. Je vais vous donner juste un exemple. Comme maire, aujourd'hui, quand je reçois les associations de jeunesse, systématiquement, depuis 2 ans, systématiquement, quand je leur demande leurs enjeux prioritaires, la santé mentale arrive dès le début de la discussion. Je peux vous dire qu'il y a encore 4, 5 ou 6 ans, ce n'était absolument pas le cas. Donc nous avons en effet ces éléments qui doivent nous mobiliser. Plus d'1 enfant sur 10 âgé de 6 à 11 ans présenterait un trouble en matière de santé mentale. Concrètement, ça veut dire que dans chaque classe de chacune des communes de la métropole, ça fait 3 enfants. 3 enfants qui peuvent à un moment donné être en difficulté. Et donc, en réalité, autant de familles, mais aussi autant d'enseignants, autant de professionnels qui peuvent à un moment donné être démunis, impactés. Les maires qui sont au quotidien sur le terrain ne passent plus une semaine sans être alertés sur ce sujet. Je le dis pour la métropole évidemment, mais à l'échelle de France Urbaine, donc l'association qui regroupe toutes les grandes villes du pays, il n'y a plus une réunion où ce sujet n'arrive pas, soit par une entrée effectivement éducative, des enseignants qui nous disent on est démunis, soit par nos associations de grande précarité qui nous disent eh bien nos bénévoles, ils savent autant que faire se peut accompagner la détresse sociale, mais que faire quand quelqu'un qui est dans un moment de crise arrive en pleine distribution alimentaire? Comment réagir? Comment pouvoir procéder face à ce type de situation? Et puis, disons-le aussi, quelques questions sur l'espace public qui ne sont pas sans lien avec les enjeux de tranquillité et de sécurité. Donc, quelle que soit la facette par laquelle on le regarde, on voit bien que l'enjeu est prégnant. On a clairement une alerte chez les adolescents et les jeunes. Chez les lycéennes et les lycéens, ce sont près d'1 sur 4. 1 sur 4 lycéens ou lycéennes qui, au cours des 12 derniers mois, ont déclaré une pensée suicidaire. Je m'arrête un instant sur ce mot, non pas pour plomber l'ambiance du matin, mais parce que quand je dis avec d'autres qu'il y a urgence à ce qu'il y ait un sursaut national, une mobilisation sur cette question, c'est indispensable. Pourquoi ? Aujourd'hui, la vérité, c'est que de la consultation à l'hospitalisation, il y a crise majeure. Je vais prendre juste 2 exemples. Moi, je rencontre des professionnels en santé mentale, des acteurs qui travaillent dans les hôpitaux, qui me disent que parfois, ils se retrouvent dans la situation suivante. Une jeune fille ou un jeune garçon arrive souvent par la porte d'entrée des urgences, et comme il n'y a pas de place suffisante, ces professionnels n'ont d'autre solution que de renvoyer cette adolescente ou cette jeune chez elle. Il faut le dire parce que vous avez évoqué la question du tabou. Derrière cela aussi, il y a un tabou. Pourquoi ? Parce que ces professionnels sont eux-mêmes en souffrance. Parce que quand vous avez choisi ce métier, quand vous vous y engagez, vous vous retrouvez dans ce type de situation, évidemment, c'est une difficulté. Quand on se retrouve aussi à hospitaliser des enfants et des jeunes dans un secteur de psychiatrie adulte, là aussi, je vous le dis comme je le ressens, c'est indigne pour ce qu'est la France et pour ce qui est le modèle de santé qui est le nôtre. Je referme ce volet-là, mais il est absolument indispensable parce que nous allons les uns et les autres mobiliser des leviers. Nous allons nous appuyer sur le travail que vous allez faire et je vais y revenir dans un instant. Mais je ne veux pas qu'il y ait de mirage. Les actions, elles sont complémentaires. Ce que les territoires doivent faire, mais aussi le sursaut national. La reconnaissance, la formation, l'attractivité de ces métiers est absolument indispensable, tout simplement pour la société qu'on veut construire. Alors oui, la santé mentale a été déclarée grande cause du quinquennat, je m'en réjouis, mais il y a vraiment nécessité maintenant de passer de la déclaration à l'intention. Alors nos villes ont un rôle à jouer. C'est le sens de la saisine sur la santé mentale des jeunes et le sens de l'avis que vous nous avez remis. D'abord, je voudrais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui ici y ont travaillé. Nous l'avons lu, regardé avec Martine, avec les équipes. Et franchement, c'est un travail de grande qualité. Je le dis sans détour, ça fait plaisir. Il y a même un peu de fierté quand on lit ce que vous faites, parce que cette étape du Conseil de développement, c'était un pari. Et quand je vois ce que ça produit sur le fond, en termes de sens, en termes de propositions, et puis de regards un peu différents, vous l'avez très bien évoqué à travers l'expérience sensible du travail que vous avez mené avec le panel citoyen, eh bien on voit bien comment ça peut être utile. La démarche de design fiction que vous avez évoquée à l'instant le démontre aussi. Notre enjeu, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des équipes de la métropole
pour essayer de faire deux choses. La première, comment chacune de nos politiques publiques concourt ou pas à un territoire en pleine santé, et donc à la santé mentale, et donc à la santé mentale de nos jeunes. La réalité, c'est que notre objectif aujourd'hui, c'est de passer chacune de nos politiques publiques à STAMI. Est-ce que l'urbanisme que nous mettons en œuvre est favorable à la santé mentale? Est-ce que les politiques de mobilité que nous mettons en œuvre est favorable à la santé mentale? Donc ça, c'est la force, j'allais dire, matricielle, le fait de se dire ce sujet est au cœur de notre démarche. Et puis ensuite, il y a les actions spécifiques, particulières que nous avons à mener. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez évoqué. Martine aura l'occasion d'y revenir, y compris dans la table ronde tout à l'heure. Peut-être évoquer deux sujets qui m'ont particulièrement frappée. La première, c'est l'action que vous formulez, en effet, autour du santé mentalomètre. Elle a retenu mon attention parce que d'abord, je trouve qu'elle est astucieuse et assez souple à mettre en œuvre. Et ce que je constate, c'est que sur ces sujets, l'expérience qui est la mienne de maire, c'est qu'on a besoin de souplesse. Je vais vous donner juste un exemple. Quand il y a eu ce drame terrible à Notre-Dame de toutes aides, j'ai fait le choix de prendre la parole publiquement pour dire que le moment n'était pas aux polémiques, mais que le moment était à poser les sujets de fond et notamment les questions de santé mentale. Eh bien, une des questions très concrètes que j'ai reçues de jeunes, d'ados eux-mêmes, qui ont trouvé un moyen de poser leurs questions, soit par un mail, soit par un message sur les réseaux sociaux, c'est « Mais pour aller à la maison des adolescents, est-ce que je dois en parler à mes parents ? Pour aller à la maison des adolescents, est-ce que je dois payer ?» Vous voyez cette porte d'entrée très simple, concrète, celle de la vie quotidienne d'un collégien de 13 ou 14 ans. Et si j'évoque ce vécu, ce partage, c'est parce que je crois que sur ces questions, on a besoin de conjuguer une approche globale et des choses qui partent justement du sensible, de l'expérience et de la vie quotidienne des uns et des autres. Et donc cet outil de mobilisation dès le plus jeune âge, au moment, vous l'avez dit, les uns et les autres de l'adolescence, dont on sait bien que c'est un moment charnière sur ces sujets, a vraiment retenu toute notre attention. Donc je le dis d'emblée, vous pouvez compter sur nous pour le regarder, pour le partager, pour le porter aussi auprès de nos partenaires. Je pense à l'éducation nationale, parce que je ne vais pas faire cette table ronde sans à la fois remercier toutes les infirmières scolaires, les psychologues qui sont présents dans les établissements, mais sans dire aussi le manque criant qu'il y a dans les collèges et dans les lycées de postes, notamment d'infirmiers et d'infirmières scolaires et de psychologues. La phrase que j'ai le plus entendue chez les parents, cette fois, c'est « Moi, mon fils, ma fille, quand il va à l'infirmerie, il y a toujours un petit panneau pour la porte qui dit « L'infirmière n'est pas là ». Ce n'est pas la faute de l'infirmière. C'est parce que là aussi, les choix qui sont faits de mettre à disposition des moyens concrets ne sont pas opérants. Le deuxième exemple que je voudrais prendre dans la réponse argumentée que nous avons formulée, c'est le fait que nous nous engageons justement à rendre plus accessibles les lieux d'écoute et d'accompagnement des jeunes et de leurs parents. Vous avez évoqué, madame, tout à l'heure, une question qui est toujours pour nous une question importante, c'est est-ce qu'on est dans une situation équivalente, quel que soit l'endroit de la métropole où on habite? Est-ce que quel que soit l'endroit de la métropole où on habite, l'accès à un médecin, d'une manière générale, je l'évoque, puisque vendredi prochain, au Conseil métropolitain, nous proposerons au vote un nouveau dispositif d'aide à l'installation des médecins. Je l'évoque parce que ce n'est pas sans lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui dans le continuum que madame évoquait, dans la multiplicité des pistes de solutions pour un certain nombre de situations. La question toute simple de l'accès à un médecin, et pourtant de plus en plus complexe aujourd'hui, peut être un élément. Donc dès cet été, nous ouvrirons 2 nouvelles antennes de la Maison des Adolescents dans 2 communes de la métropole, à Bouaye, à Thoiré, et une équipe mobile est prévue pour la fin de cette année. Alors je regarde avec grande attention la proposition que vous aviez faite avec la petite affiche sur la montagne. C'est tout à fait ça l'état d'esprit. Comment là aussi on cherche des choses souples, des choses qui peuvent être possibles dans chacune de nos 24 communes. Alors, forcément avec plusieurs étapes. Je ne vais pas faire de la démagogie en vous disant qu'en claquant dans les doigts, là, dès demain matin, ce sera le cas dans les 24 communes de la métropole. Mais vraiment, merci du travail qui est fait parce qu'il va nous aider aussi à progresser sur ces sujets. Je termine d'un point. Vous l'avez évoqué. J'ai annoncé en janvier dernier l'ouverture d'une maison des enfants. Donc sur les jeunes d'âge élémentaire, cette fois 6 à 11 ans. Et en effet, j'ai pris l'engagement d'y mettre autant d'ambition et de détermination que ce que j'avais mis, que ce que nous avions mis
quand nous avons lancé le projet Citadelle. Vous savez, c'est ce centre ouvert pour les femmes victimes de violences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pourquoi je l'évoque? Parce que là aussi, je pense qu'on va pouvoir venir nourrir ce projet du travail que vous avez fait. Et je termine par cela. Il y a à la fois la réponse argumentée que nous vous remettons aujourd'hui. Il y a les points que nous allons pouvoir développer et vous partager. Martine Auger le fera dans la table ronde qui suivra. Et puis, il y a le travail au long cours. Et j'ai la conviction que ce que vous avez produit là va pouvoir aussi infuser, inspirer et compléter un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui dans une phase de maturation. Donc vraiment, il me semble que c'était le bon moment pour pouvoir vous solliciter sur ces sujets. Encore un très grand merci de vos contributions actives aux uns aux autres. Merci à vous, Johanna Roland. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous. Madame la Présidente, chers élus, chers services de Nantes Métropole, au nom du Conseil de développement, c'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole. L'Organisation mondiale de la santé le dit si bien, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. C'est un sujet qui nous rassemble tous ici et qui, bien que souvent tabou, nous l'avons déjà dit, est d'une importance capitale. Je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement continu. Depuis plusieurs années, Nantes Métropole est fortement impliquée dans la promotion de la santé mentale sur notre territoire. Cette préoccupation est d'autant plus cruciale que nous observons une dégradation préoccupante de la santé mentale, en particulier chez les jeunes ces dernières années, comme vous l'avez évoqué. L'année dernière, vous avez sollicité le Conseil de développement pour que nous apportions une vision citoyenne sur la santé mentale des jeunes. Nous vous en remercions sincèrement, car cette démarche nous a permis d'évaluer les besoins et les attentes de nos jeunes concitoyens et de leurs proches. Grâce à cette collaboration, l'avis citoyen du Conseil de développement a été riche en propositions concrètes que vous avez étudiées avec attention. Notre avis, qui porte la voix des citoyens, a souligné l'importance primordiale de la prévention et de l'accès aux soins pour les jeunes. Dans votre réponse, vous avez pris des engagements forts autour de 3 axes majeurs: la prévention, notamment par la diffusion d'informations claires sur la santé mentale, l'amélioration de la prise en charge grâce à l'augmentation du maillage territorial des espaces d'écoute et la sensibilisation en soutenant la formation des acteurs et des jeunes eux-mêmes. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour votre soutien à des initiatives comme le Feel Good et les défis visant à modifier notre rapport aux smartphones et aux réseaux sociaux. Ce sont des outils innovants et essentiels pour sensibiliser et éduquer les jeunes citoyens. La collaboration étroite entre le Conseil de développement et Nantes Métropole est un modèle d'intégration de la voix citoyenne dans les politiques publiques. Cette synergie garantit que les préoccupations et les besoins des citoyens sont non seulement pris en compte, mais également articulés au sein des instances politiques. Les ateliers citoyens et le débat public que nous avons organisés ont permis de recueillir des témoignages précieux et des idées novatrices qui ont directement influencé les décisions et les actions de la métropole. Nous saluons votre volonté d'aborder la santé mentale sous un angle positif, constructif et sans tabou. Le déploiement du dispositif des ambassadeurs en santé mentale témoigne de votre détermination à agir concrètement pour le bien-être des jeunes. Nous aurons d'ailleurs le privilège d'écouter les témoignages de 3 de ces ambassadrices, Morgane, Alix et Capucine, lors de l'atelier 2 de cet après-midi, intitulé « Rétablir les liens, le rôle des communes dans la santé mentale ». Ces actions sont cruciales pour renforcer les liens sociaux, offrir un soutien adéquat et aider à lever les tabous. Enfin, nous tenons à souligner l'importance capitale de votre contribution au développement de la formation des acteurs et des jeunes eux-mêmes. L'objectif est clair, les rendre capables de mieux repérer les troubles, d'adopter un comportement adapté, d'informer sur les ressources disponibles, d'encourager l'accès aux professionnels compétents et, en cas de crise, d'orienter vers les services adaptés. Le développement des formations aux compétences psychosociales s'inscrit pleinement dans une démarche. Votre soutien à ces programmes est un gage de votre engagement à long terme pour la santé et le bien-être des citoyens de notre territoire. En conclusion,
Je tiens à réitérer nos plus sincères remerciements pour votre engagement sans faille envers le Conseil de développement et les démarches de participation citoyenne. Nous sommes convaincus que grâce à vos efforts et ceux de tous les acteurs impliqués, nous pourrons construire ensemble un environnement qui prend soin de notre démocratie et de tous les citoyens et citoyennes qui font vivre chaque jour. Merci beaucoup Lydie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ce qui a été évoqué ce matin ? Soit pour le CODEV, soit pour la métropole, représentée ici. Profitons-en. Je trouve très intéressant vraiment le travail qui a été fait. Alors je parle ici au nom de... Je suis depuis 3 ans membre de la commission départementale des soins psychiatriques. Et à ce titre, donc c'est une commission, pour dire rapidement les choses, qui est missionnée par le préfet pour vérifier l'exercice des droits pour les droits des personnes hospitalisées. Et donc, je voudrais apporter un élément complémentaire par rapport à ce qui a été dit, c'est que, Madame le maire, c'est vrai que j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais vous savez que Nantes est une ville sinistrée en pédopsychiatrie. Il faut effectivement que nous prenions en compte le fait que la situation se dégrade. Il y a bien sûr la perspective de créer 8 nouveaux lits de pédopsychiatrie à une échéance d'1 an, 1 an et demi au CHU de Nantes. Mais il faut savoir que la Loire-Atlantique est l'avant-dernier département de France en termes de lits de pédopsychiatrie. Le dernier département, c'est Mayotte, et celui qui est juste avant la Loire-Atlantique, c'est la Guyane. Il y a 4 fois moins de lits en Loire-Atlantique qu'il y en a en moyenne nationale. C'est-à-dire que nous sommes dans un désert en pédopsychiatrie, désert de médecins, en hôpital public. Et donc, alors, c'est une note qui est un peu triste par rapport à tout ce qui a été dit, mais je sais que vous le savez. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Je sais que ces constats sont faits chaque année dans le rapport de la CDSP. Madame Simoneau, contrôleur des droits, est venue au CHU de Nantes et l'a souligné comme le premier élément de préoccupation dans le pré-rapport qu'elle a communiqué en avril. Donc, Madame Roland, sur ce point, quoi faire, comment agir? Merci. Merci. Merci de cette intervention. Vous avez parfaitement raison. On a une double crise structurelle et conjoncturelle, territoriale et nationale. Moi, c'est un sujet que je prends avec beaucoup de sérieux et depuis plusieurs années. Vous le savez peut-être, j'avais pris l'initiative de proposer à des parlementaires de toute sensibilité politique, considérant que ce sujet méritait un front commun, de pouvoir adresser au ministère de la Santé une demande de rééquilibrage. Ça n'a pas été souhaité par tous, je le regrette, je le dis au passage, parce que je crois qu'il y a des sujets qui méritent vraiment la mobilisation de tout le monde. On a un deuxième sujet aujourd'hui, je le dis aussi, c'est que, pour le formuler de manière assez claire, pendant longtemps, il y a eu une question de moyens financiers. Il n'y avait pas suffisamment de moyens financiers mis sur la table en matière de pédopsychiatrie. Aujourd'hui, la question est encore plus complexe, puisqu'il y a des endroits où des postes sont ouverts, ils sont budgétés, ils sont financés et ils ne sont pas pourvus. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur les métiers, sur la valorisation des métiers, sur la reconnaissance des métiers, parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que, y compris quand nous nous sommes battus, quand je me suis battue avec les organisations syndicales, avec les organisations de patients, avec les organisations d'usagers, et que nous avons obtenu ensemble des moyens mis sur la table, ça ne se traduit pas encore en postes pourvus et donc en capacité de soins effectifs. C'est donc très clairement une bataille à continuer à mener ensemble. Merci. On a le temps d'une question, si elle est un peu plus brève. Je suis désolée, elle était très intéressante, mais un tout petit peu plus brève. Une question, oui, merci. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'on a Jalal Charon, psychiatre, ici. Merci. Hélène Clavreul, je suis ergothérapeute, formatrice au premier secours et animatrice de la fresque de Nightline
Dans les facteurs, tout à l'heure ont été évoqués des choses au niveau du parcours de vie, la personnalité de la personne, etc. Et dans ce sur quoi on peut agir, on entend, quand je dis on, c'est en formation et de manière générale, développer les compétences psychosociales, vraiment savoir mieux protéger sa propre santé, celle des autres. Et c'est super, hein, les premiers secours se développent et tout, ça c'est très très bien. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on parle peu en fait du contexte finalement qui vient à l'origine fragiliser la santé mentale. On a parlé du Covid, voilà, qui n'a rien d'individuel, c'est vraiment quelque chose qui est imposé aux individus. Et on sait aujourd'hui au niveau de l'OMS, hein, on le sait, que c'est les inégalités sociales qui viennent fragiliser la santé de manière collective. Et du coup, je voulais savoir si dans vos travaux, vous aviez pu aborder ça aussi sous l'angle de est-ce que la santé mentale, c'est pas aussi l'occasion d'une parole citoyenne pour exprimer aussi un mécontentement ou en tout cas une alerte sur attention, le développement de ces inégalités, ça fait du mal à tout le monde, à toute la société, et on va être en limite à un moment pour développer nos compétences à se protéger. Merci. Alors, il faudrait plus d'1 minute pour répondre à cette vaste question, parce que ma conviction personnelle est que ça passe par un nouveau projet politique, un nouveau projet démocratique et une nouvelle forme de dialogue et de démocratie directe. Donc, vous voyez, on a de quoi faire. Moi, il me semble que derrière ça, il y a un enjeu qui est de pouvoir réaffirmer que la question de la santé mentale n'est pas une question individuelle pour chacun. Parce que c'est quand même ça, un de nos enjeux. C'est de ne pas renvoyer chacun à son parcours personnel, à sa souffrance personnelle, à ses hésitations personnelles, mais de dire c'est un sujet sociétal. C'est un sujet dont la société, dont toutes ses composantes, doit s'emparer. Et je le dis parce que, à la fois, il y a des questions très lourdes et très graves derrière. J'en cite une, le rapport de la santé mentale des jeunes et des enjeux d'éco-anxiété est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Là aussi, toutes les recherches montrent que c'est un des éléments, un des facteurs. Et je me permets de dire qu'il y a là quand même quelque chose de surréaliste, pour ne pas dire incompréhensible, pour ne pas dire en vérité inacceptable, de savoir qu'il y a cette montée des enjeux de réchauffement climatique, de savoir que c'est un des enjeux de la santé mentale des jeunes, et d'avoir vu ces 3 dernières semaines, coup sur coup, que des reculs parlementaires sur ce sujet. De la prime Rénov' à... bref, je ne vais pas faire la liste. Donc il y a quand même un enjeu de cohérence de la communauté des adultes, si on veut à un moment donné envoyer à nos enfants et à nos jeunes aussi un message d'espoir. Je termine par l'espoir, vous me le permettrez. D'abord parce que moi je vois dans différents espaces de la société une sortie des tabous et une sortie des questions individuelles. Je vous donne un exemple. J'étais la semaine dernière avec plusieurs élus de la métropole à un rendez-vous qu'on appelle le grand rendez-vous des engagés. Ce sont des acteurs de l'économie responsable. Pour la première fois, à la tribune, j'entends un responsable d'un réseau économique qui évoque la santé mentale et cette fois la santé mentale des dirigeants. Alors d'un côté, on peut se dire c'est parce que les alertes sont partout et dans tous les milieux. De l'autre côté, le fait que ça amène effectivement des paroles citoyennes diverses pour dire il faut se préoccuper de ces sujets, c'est absolument essentiel. Et puis je termine d'un mot sur la question des inégalités. Elle m'est particulièrement chère. On sait depuis longtemps qu'il y a une conjonction entre les inégalités de santé et les inégalités sociales. Ça ne vaut pas que pour la santé mentale. On a fait un travail, nous à la métropole, de superposition des cartes. C'est très net. On pourra vous le partager, vous superposez la carte du revenu par habitant et vous superposez la carte des inégalités de santé, il y a une superposition de ces sujets. C'est la raison pour laquelle je disais que ça renvoie à des débats politiques au sens stratégique. Est-ce qu'on accepte de faire de la redistribution ? Est-ce qu'on accepte de dire que se battre pour contre les inégalités, en fait, ce n'est pas utile juste pour les gens concernés. Ce n'est pas juste faire de la charité ou de l'attention pour les plus fragiles. C'est en fait nécessaire pour le bien-être de la société. Puis en ce qui concerne les jeunes, il me semble qu'on a un curseur d'équilibre à trouver qui n'est pas si facile entre être à la fois lucide, à l'écoute sur l'ampleur des problématiques de santé mentale, qui sont vraiment, je le dis, prégnantes dans toutes les rencontres que je peux avoir avec les acteurs associatifs jeunesse, mais aussi de pouvoir traduire un message d'espoir. Parce que moi, ce que j'entends, en tout cas, de ce qu'ils me disent, c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin que vous, les adultes, vous compreniez qu'à un moment donné, il y a de la détresse. On a besoin de sentir que cette parole
elle peut être évoquée sans être jugée, sans faire peur aussi. Je partage ça, moi ça m'a beaucoup frappé. Le nombre d'enfants, et là on se dit qu'on a quand même une société à remettre à l'endroit, qui protège les adultes, qui quand on leur dit mais alors pourquoi tu ne l'as pas évoqué, pourquoi? Eh bien parce que je ne voulais pas faire de la peine, parce que je ne voulais pas inquiéter, parce que je ne voulais pas... Donc se dire que cette parole elle peut être accueillie, respectée, accompagnée et que donc il y a de la place pour cette expression d'un moment de détresse dans un parcours de vie, mais que ça n'annihile pas la possibilité d'avoir un message de confiance, d'où l'enjeu du développement des compétences psychosociales, mais d'où l'enjeu plus global aussi de dire à la jeunesse, c'est quoi la place que vous avez dans cette société? Parce qu'à côté de ça, ces mêmes assos qui mettent le sujet santé mentale au premier plan de leurs préoccupations arrivent avec plein de projets, plein d'envies, plein d'énergie, plein de modalités d'engagement, contrairement à toutes les stupidités, pardon, je m'emballe un peu, que j'entends dans certaines chaînes d'infos en continu, que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité. Il y a plein de jeunes qui s'engagent, qui ont des projets, qui ont des talents. Ce n'est pas du tout que la montée de l'individualisme. Il n'y a que les gens qui n'ont pas compris que la société changeait et que ce n'est pas parce que les modes d'engagement des jeunes changent que c'est la fin de l'engagement des jeunes. Donc trouvons le bon point d'équilibre entre savoir accompagner des paroles de difficulté, et je crois que la place de la prévention, je le redis, est en effet totalement majeure, mais réussir aussi à valoriser quand il y a des envies de projet et d'engagement. Merci, on va finir sur cette note d'espoir.